Monsieur Ambroise Martin, est-ce qu'il y a un moment, alors on a vu avec le travail de Jean-Pierre Edlochat, est-ce qu'il y a un moment de rupture sur un doute quant à la fiabilité de l'expertise? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a un moment où on va se dire, mais est-ce que vous êtes vraiment 100% sûr de ce que vous racontez, messieurs les experts? Ça dépend de votre définition du moment. Je dirais plutôt qu'il y a une période, vraisemblablement à la charnière du siècle, enfin du XXe et du XXIe siècle, où les choses ont progressivement évolué. Et c'est vrai que c'est un moment au regard de l'histoire, mais je ne peux pas dire, c'est le 15 septembre 1999 que les choses ont changé. J'ai participé pendant 6 ans à l'expertise à la fin du siècle dernier, avant la création de l'AFSA. Et puis après, j'ai participé à l'organisation de l'expertise au sein de l'AFSA, puis je suis redevenu un simple expert de base, donc au niveau français et au niveau européen. Donc c'est un petit peu sur cette perspective historique que je bénéficiais de cette perspective historique pour vous répondre. Le système d'expertise scientifique qui existait avant le tournant du siècle était un système qui était invisible. C'était des comités d'experts au sein des ministères, administrés par les ministères, où les experts étaient choisis par cooptation, ceux qui acceptaient de venir faire cette tâche ingrate, non visible, non rémunérée, non récompensée, totalement dévalorisante pour l'évaluation des chercheurs, etc. Et c'est un système qui a fonctionné très bien pendant un siècle. Et qui a bien marché, qui a contribué à cette amélioration permanente de la qualité sanitaire des aliments. Mais merci de préciser la qualité sanitaire des aliments. La qualité sanitaire, hein, oui, bien sûr, puisque les questions étaient là, c'était toutes les suites de la loi sur la répression des fraudes de 1905. Puis il y a eu cette crise de la vache folle et ce bouleversement, cette création des agences sanitaires, donc en France, la loi de 98 et puis création de l'AFSA en 99, où là, le système est totalement renversé, les experts deviennent visibles, et je pourrais dire, un des problèmes, c'est que parfois ils deviennent trop visibles, Comment ça, ils deviennent trop visibles? Ils deviennent des personnages médiatiques? Ils peuvent devenir des personnages médiatiques, mais surtout, ils sont exposés, puisque le maître mot, enfin, il y a 3 maîtres mots qui étaient la compétence, l'indépendance et la transparence. Et donc, ça a posé des problèmes. Et une des choses qui est aussi, c'était d'une part, on n'est plus coopté, mais on est choisi si on a candidaté. Donc il y a une sélection, on n'est pas expert qui se déclare expert, mais est expert qui a été reconnu comme capable, compétent pour faire de l'expertise dans une instance donnée. Et c'est le politique qui accorde la réalité de cette expertise? Non, c'est l'agence à qui on a délégué le fait de reconnaître que quelqu'un est expert dans un domaine. Donc il y a beaucoup d'experts autoproclamés, beaucoup d'experts proclamés par les médias éventuellement, mais les seuls vrais experts sont ceux qui ont été reconnus selon des procédures formalisées par une instance à qui le politique a délégué le soin de savoir qui est expert. Donc ces agences nationales ou internationales. Attendez, j'allais perdre le fil. Non, sur comment c'est constitué en fait, comment c'est mis en place le choix des experts. Oui, ce que je voulais dire, ça a été pour les experts un bouleversement. Quand j'ai été à l'AFSA, j'ai reçu un certain nombre de lettres d'experts qui étaient outrés qu'on puisse leur demander de prouver qu'ils étaient experts. Et que donc, dans ces conditions, ils ne candidateraient pas à l'AFSA. Ils s'estimaient experts. C'est magnifique, ça, comme réponse. Voilà. La déclaration d'intérêt a été aussi quelque chose qui a été au départ assez laborieuse à mettre en place. Ça n'était pas dans les habitudes. Donc ça a été vraiment un bouleversement important pour les experts. Et pour moi, on a essayé de répondre à ces problèmes des angoisses et des anxiétés justement par le développement de ce système. Et je constate, après une dizaine d'années de développement, une quinzaine d'années de développement de ce système, j'avoue que je suis un petit peu amer ou désabusé par moment, c'est que ça n'a pas marché, très clairement. Ça n'a pas suffi. Alors que ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez raison. Ça n'a pas suffi. Il y a des manques.
Non, je ne crois pas dans le système. C'est que ça dépend d'autres choses. Je pense que Jean-Pierre l'a très bien expliqué. C'est pour ça que, à titre personnel, j'ai toujours aimé beaucoup participer au Conseil national de l'alimentation, parce que là, ça permettait de voir autre chose, de sortir du cercle étroit de la sécurité sanitaire au sens strict et limité. Donc, d'aller au-delà. Alors, cette crise de confiance, quand Jean-Pierre dit les activistes, pour lui c'est un terme neutre, oui. Je ne suis pas vraiment d'accord. Le terme militant me paraît plus neutre. Activiste, c'est pour moi la traduction anglaise de militant d'ailleurs, et qu'on récupère le mot, il nous revient en français. Je pense que l'activiste est un militant qui fait des actions plus que fortes. Et cette transparence extrêmement accrue des liens d'intérêt est utilisée contre une arme systématiquement. Vous avez tout lien d'intérêt transformé ipso facto en conflit. On l'a vécu récemment avec quelques rapports qui, Dieu merci, ont fait des flops d'ONG bruxelloises sur les conflits d'intérêts. J'étais le plus mauvais président du plus mauvais comité d'experts de l'autorité européenne. C'est vrai, monsieur Enrose D'après le rapporteur, oui. Tout simplement, il avait compté les liens d'intérêt déclarés. Donc, comme j'ai le malheur de faire beaucoup de conférences dans différents cadres, chaque fois que je faisais une conférence, je déclarais monsieur un tel institut, telle organisation, telle société savante. Ça veut dire quoi? Et si on dépassait un petit peu le côté personnel, où on vous remet en question, ça traduit quoi en fait cette réaction? C'est qu'il y a des militants, des activistes qui cherchent à chaque fois à mettre le doute, à introduire. Tout à fait. Le côté personnel, c'était juste un exemple, mais c'est systématique. Peut-être que c'est intéressant de passer la parole à Sandrine Barré, justement, sur cette différence entre l'évaluation scientifique, la justesse scientifique, le comportement scientifique, et en fait la gestion politique de cet aspect scientifique. Ce qui est le cas. On va voir monsieur Ambroise Martin en disant vous avez trafiqué avec un tel et un tel. On formule ça presque comme ça, monsieur Martin. C'est tout de suite la mise en accusation. Je ne dis pas que c'est juste ou faux, je ne prends pas position. C'est la formulation. Est-ce que ce n'est pas justement ce conflit qu'il y a entre l'évaluation scientifique, l'expertise scientifique et le désir politique? Effectivement, c'est ce qui a, à partir des années 90, comme au tournant du siècle, ce qui a basculé dans les critiques soumises dirigées vers l'expertise scientifique. Ces critiques ont basculé dans une dimension extrêmement morale. Et pour réacquérir un espace de légitimité, les chercheurs, alors notamment des chercheurs en sciences sociales, mais pas tout seuls, à l'aide des politiques qui avaient aussi tout un intérêt à bien redonner un espace, à bien clarifier les espaces de légitimité entre l'évaluation scientifique d'une part et la gestion politique des risques d'autre part, eh bien, on conduit à trois évolutions, il me semble. La première, effectivement, c'est une réaffirmation plus nette d'une séparation entre la gestion politique des risques et l'évaluation. On le voit à travers la création des agences d'expertise qui est aboutie formellement, mais qui dans les faits, et c'est lié au deuxième mouvement, je vais peut-être d'abord aborder la deuxième évolution, les chercheurs ont beaucoup, pour réacquérir cet espace de légitimité scientifique, ont souhaité démocratiser l'expertise. C'est-à-dire faire appel au savoir du citoyen, au savoir des profanes et surtout au savoir des parties concernées par les problèmes traités, directement concernés par les problèmes traités. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on comprenne bien cette relation entre, en fait, si je comprends bien, un savoir académique, qui est celui des experts, et un savoir
populaire, pourrait-on dire, de monsieur et madame tout le monde, auquel il faut faire attention en fait. Oui, je vais vous donner un exemple que j'emprunterai. Je fais de l'expertise au Conseil des biotechnologies, donc l'agence d'évaluation chargée d'évaluer les impacts positifs comme négatifs de la mise sur le marché ou la mise en culture d'OGM. Un exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte français notamment, où il est difficile d'expérimenter les OGM en champ, nous n'avons pas de savoir expert sur les conséquences de la mise en culture d'OGM. Il est difficile d'expérimenter là-dessus. Par contre, sur cette question-là, on a des agriculteurs qui, eux, ont des savoirs d'expérience et qui ont plein de choses à nous dire, que ce soit en termes d'impact positif ou négatif, sur la mise en culture d'OGM qu'ils ont connue à l'époque où il y en avait, et bien avant que la recherche ne se développe là-dessus. Sur les premiers champs d'expérimentation. Sur les premiers champs d'expérimentation et même de mise en culture, puisqu'il y a eu de la culture d'OGM en France avant qu'on en parle. Avant qu'on en parle. Et donc ces savoirs-là ont été jugés extrêmement précieux à un moment donné par les chercheurs. Et il y a eu une démocratisation alors qui est aboutie actuellement au HC, au Conseil des biotechnologies dont je parlais, mais je crois que c'est la seule instance d'évaluation où effectivement on a ces parties prenantes-là, c'est-à-dire qu'on a des représentants des industriels, on a des agriculteurs, on a les syndicats agricoles, on a des représentants des associations de consommateurs, on a vraiment toutes les parties concernées qui sont présentes. Et voilà, ça c'est, il me semble, la deuxième évolution, mais qui n'est pas encore tout à fait aboutie, parce qu'il y a encore des craintes et des jugements très très différents sur ce que doit être l'expertise. Est-ce qu'il faut l'ouvrir au profane? Est-ce que le profane... Enfin, il y a la question de la légitimité. Les craintes, c'est quoi? C'est que dans une réunion telle que vous la décrivez, il y a une des parties qui disent non, toi tu n'as pas le droit de parler parce que tu es soumis à caution et tu es vendu en fait à celui qui dirige la chose. J'essaie de comprendre. Alors, il peut y avoir ces notions de conflit d'intérêts, des liens de dépendance qui, du coup, décrédibilisent les savoirs. Et puis, de l'autre côté, du côté des profanes, ce dont parlait Jean-Pierre Poulain, à savoir que les profanes, un représentant d'une association de consommateurs n'est pas considéré comme quelqu'un qui détient un savoir légitime parce qu'on le renvoie à des perceptions complètement biaisées du problème. Ce qui est en pas fait pris au sérieux, quoi. Oui, ce qui est le problème de la démocratisation de ces commissions, en fait. Exactement. Ambroise Martin, comment vous réagissez à ce que nous raconte Sandrine? C'est ce que vous avez vécu, en fait? C'est effectivement ça, ces moments de rupture, parce qu'on essaye de rassembler tout le monde? Ce qu'elle vient de raconter, là je l'ai vécu au conseil, dans les groupes de travail du Conseil national de l'alimentation. Pas dans les groupes de travail strictement scientifiques, parce qu'on nous pose des questions très très pointues, dans lesquelles le savoir des consommateurs n'a pas de légitimité. N'a pas de légitimité. Oui, Par contre, quand il y avait des questions qui se rapprochaient de l'interface entre la science et la pratique, comme je l'ai vécu par exemple au Conseil national de l'alimentation, quand on a parlé d'étiquetage, quoi étiqueter, etc. Et comment étiqueter, là, le discours des consommateurs était parfaitement légitime et la confrontation entre scientifiques, industriels, consommateurs nous a permis d'établir un rapport qui était de haute tenue, qui faisait vraiment le tour de tous les aspects de la question et pas uniquement des aspects strictement nutritionnels, pourcentage etc. Donc il vient basculer en fait cette expertise, pas seulement effectivement dans la connaissance scientifique, mais dans une perception plus symbolique. Ça dépend de la question qui est posée. Oui. Quand on pose aux agences sanitaires une stricte question sanitaire, il n'y a pas de problème particulier. Il n'y a pas de côté possible. Voilà. Par contre, quand on pose une question qui est plus large que la stricte question sanitaire, là, la question peut être légitime. Et on voit bien, par exemple, sur l'abattage des troupeaux dans la crise de l'ESB, il y a eu l'avis de l'AFSA qui a dépouillé l'aspect scientifique, et il y a eu l'avis du Conseil national de l'alimentation qui a donné les autres éléments de la question, parce qu'il n'y avait pas que des questions scientifiques autour de ça. Oui, je me souviens de cette crise de la vache folle. À l'époque, j'étais sur une chaîne de télévision. Il y a un élément qui est ressorti très très vite et qui est resté en résonance assez longtemps, qui était, mais comment a pu-t-on donner des farines animales à des animaux qui sont herbivores?
c'était plus en fait réellement le prion, etc. C'était la condition d'élevage. La condition d'élevage qui avait perduré après réellement la crise. Et c'est une histoire très ancienne, et cette introduction des farines animales a été un progrès considérable quand ça a été fait au XIXe siècle. Ça a permis d'avoir des animaux qui continuaient à grossir et à faire du muscle, même pendant l'hiver, quand il n'y avait plus grand-chose à manger. Ça a permis un accès à la viande de beaucoup plus de gens, puisque la productivité était meilleure, etc. Donc ça a été vécu comme un progrès. Moi, je prends toujours comme exemple les modifications de fabrication des farines. Si elles étaient passées devant un comité d'experts, auraient été jugées de façon tout à fait positive. Moins d'énergie, puisqu'on chauffait moins. Donc moins de production de CO2, moins de dégradation de l'environnement. On chauffait à plus basse température, meilleure conservation des qualités nutritionnelles. Tout le monde était content, les écolos et les nutritionnistes. Un discours absolument passionnant et qu'on n'a pas entendu et peu entendu. Non, si, quelques-uns. Quelques-uns. J'avais déjeuné une fois au cours d'un de ses colloques à la table d'Yvan Levaille qui avait pris la peine d'aller chercher un traité de zoologie de 1905 et qui expliquait comment il avait la ration optimale pour un animal qui comportait ces farines animales. On reviendra cet après-midi sur d'autres tables rondes, justement la relation avec la presse, mais je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de journalistes comme Yvan Levaille qui vont chercher dans un traité de zoologie pour avoir l'information. Je ne sais pas, je ne dis pas que ça ne se passe pas, mais je ne sais pas. Moi j'aimerais bien poser une question, parce qu'on a fait le tour du côté de l'industrie en fait. Philippe Reiser, vous représentez le CEDUS, le Centre d'études et documentation du sucre. Comment vous réagissez à ces deux narrations de la constitution de l'expertise, où on va chercher un petit peu de démocratisation en allant interroger les consommateurs. Vous êtes souvent confrontés, on vient vous voir en disant « vous êtes des bandits au sucre, vous faites du mal à tout le monde ». Oui, je l'entends souvent effectivement en ce moment, enfin depuis quelques années en particulier. Surtout que vous avez aidé une manifestation en plus, juste pour faire manger du sucre aux enfants. Ah, je ne vois pas à quoi vous faites référence. Non. Avant la fête de la gastronomie, il y avait la semaine du goût, et qui était un des rares moments nationaux, mais avec un partenariat public-privé, à faire en sorte qu'il y ait une éducation au goût des enfants. Et c'est vrai que le raccourci a été fait assez rapidement entre le partenaire ou l'initiateur principal, qui était la collective du sucre, et son entrisme supposé dans les écoles pour faire manger du sucre à notre chère tête blonde. Quand on est confronté à ça, comment fait-on appel aux experts pour essayer d'avoir un discours constructif et expliquant quel est votre travail exactement en tant qu'industriel du sucre? Bon, là, je mets de côté la semaine du goût, qui a été une opération, disons, de communication, une opération événementielle. Pour le reste, le travail de fond, moi, je ne suis pas expert, hein, je suis utilisateur de l'expertise scientifique. Donc, pardon, au CEDUS, au niveau de la filière sucre, mais je suppose que c'est de la même façon que ça se passe dans les autres secteurs industriels. On est un petit peu un club de lecture et on passe un temps conséquent à lire les expertises scientifiques, les avis d'agence, les rapports, les études scientifiques. Et pour un grand nombre d'entre elles, on les lit jusqu'au bout. On ne lit pas que le titre, les auteurs et l'abstract, mais on les lit jusqu'au bout. Pas seulement les fraises en gras, quoi. Oui. Donc ça nous fait une expérience, ça ne nous fait pas une expertise sur la question scientifique qui nous préoccupe pour le sucre, le lait, la viande, etc. Je rejoins et j'appuie le point soulevé par mes deux commensaux, si on considère que c'est une table. Il n'y a rien à manger, hein. Non, il y a un peu à boire. À savoir que j'ajouterais effectivement une inquiétude aux inquiétudes alimentaires qui ont été listées tout à l'heure, c'est de voir s'ériger en sport national un petit peu la critique de l'évaluation scientifique au niveau des agences. Ça, c'est un sport qui est de plus en plus à la mode. Alors, je sais bien qu'on a des impératifs de raccourcis, de clash, de trolls sur les réseaux sociaux, mais ça devient quelque chose de problématique parce que c'est effectivement un des éléments dans la perte de confiance dans l'évaluation experte ou l'évaluation scientifique. Ça pose problème à nous, industriels, au moins pour deux raisons. La première, c'est qu'on a besoin d'une évaluation scientifique forte pour avoir un peu de visibilité, pour savoir s'il y a
ou pas un risque avéré, s'il y a ou pas la nécessité de changer des process, de les améliorer, s'il y a possibilité ou non d'innover sur un secteur. Donc des process dans la fabrication, dans l'utilisation, c'est quoi le questionnement? Parce que il y a une grosse différence. C'est des questionnements sur l'utilisation, la pratique d'auxiliaires technologiques, d'éventuels contaminants dans la chaîne de production. Là, je ne parle pas seulement pour mon secteur, mais pour les secteurs, pour les entreprises alimentaires. Donc on a, je le répète, des besoins d'une évaluation scientifique forte, non contestable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la contester, mais en tout cas, sur le plan scientifique, elle doit être le moins contestable possible. Et cette question des conflits d'intérêts qui revient en permanence, où on considérerait que les experts dans les groupes de travail de l'ANSES, de l'EFSA sont perclus de conflits d'intérêts à partir du moment où ils ont rempli une déclaration publique d'intérêt, c'est une inquiétude croissante et j'aimerais bien la résoudre. Donc la question, c'est pas la solution, mais la question, c'est comment redonner une légitimité en fait aux émetteurs d'expertise et aux scientifiques. C'est ça en fait, si je comprends bien. Juste la question, elle est là. Vous avez des experts qui travaillent pour vous, vous êtes satisfait de la production intellectuelle qui vous permet d'avancer dans votre industrie. Vous produisez, quand je dis vous, c'est vous en tant que sociologue, en tant que médecin nutritionniste, produisez de l'expertise qui nourrit en fait le comportement et la réflexion des industriels. Le problème, c'est que il y a une masse de personnes, des lanceurs d'alerte, ou des journalistes, ou même des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent « Non, je n'ai pas confiance en Ambroise Martin. Je ne veux pas entendre ce qu'il raconte. » C'est extrêmement problématique quand même, ça. Ambroise Martin, comment faire ? Je n'ai pas la réponse. Non, quand je dis comment faire, on pourrait poser la question autrement. Où est-ce que vous avez pas assumé votre responsabilité d'expert? Vous avez forcément... Il y a un truc qui s'est mal passé à un moment donné. Oui, je pense que dans la nutrition, il y a un péché originel dont on essaye de sortir, qui est la confusion qui règne encore dans beaucoup de têtes de nutritionnistes entre l'évaluation et la gestion des risques. C'est quelque chose qui s'est très facilement passé dans les autres domaines de la microbiologie, de la toxicologie, etc., et qui persiste dans le domaine de la nutrition, où on essaye de faire une évaluation, quelle est la valeur de référence ou la recommandation à faire pour le sucre. Et on fait une expertise et puis on dit voilà après ce qu'il faut manger ou ce qu'il ne faut pas dépasser. Et donc c'est ce qui explique la différence entre ce qu'on a essayé de faire à l'autorité européenne, où pendant 10 ans j'ai poussé, et ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs, qu'en nutrition aussi il faut qu'il y ait cette séparation, et ce qui a été fait à l'OMS, qui a été rappelé par Jean-Pierre, cette limitation de la quantité de sucre. Nous on a dit, parce que les études utilisées et citées par l'OMS, on les a analysés de la même façon. Simplement, on a considéré que l'incertitude autour de ces études était telle qu'on ne pouvait pas fixer de valeur de référence, c'est-à-dire strictement scientifique là-dessus. Par contre, que pour gérer des risques, on décide de prendre ces études avec toutes leurs incertitudes pour conseiller de ne pas dépasser ça, ça c'est de la gestion du risque nutritionnel. Ce n'est plus une valeur de référence. Donc il y a une confusion. Alors c'est peut-être pas évident parce que c'est un changement d'habitude, mais on sent bien que le problème, c'est que les deux termes commencent par la même lettre R, référence et recommandation. Référence, c'est une évaluation scientifique. Recommandation, on est déjà dans la gestion du risque, du risque nutritionnel. Donc si vous dites la référence scientifique, c'est ça, puis que vous transformez ça directement en recommandation, là vous faites un acte de gestion. Donc on a essayé de séparer ça, et pour moi c'est extrêmement important, ce qui fait qu'au sein de l'autorité européenne, et sans doute dans d'autres instances, un élément très important sur lequel on travaille à l'heure actuelle, c'est la notion d'incertitude. C'est un terme qui a été employé par Jean-Pierre. C'est comment qualifier, ou même mieux quand on peut quantifier l'incertitude autour de ce que l'on raconte. Pour donner aux gestionnaires, à ceux qui feront les recommandations ou qui prendront les décisions, pour leur laisser une marge de manœuvre en tenant compte d'autres
éléments, d'autres ce qu'on appelle les facteurs légitimes. Et il y a eu un avis du Conseil national de l'alimentation aussi sur ces questions, un avis tout à fait important. Je crois que Sandrine Barré, avant de donner la parole à Muriel Figuier, voulait réagir à ce que vous dites. Juste une chose, si je comprends bien, en fait, c'est comment transmettre la capacité critique et le doute scientifique au plus grand nombre. C'est ça, en fait, la complexité de votre propos. Sandrine ? Oui, je voulais réagir par rapport à ça parce qu'effectivement, malgré cette volonté pour répondre un petit peu aux critiques adressées à l'expertise scientifique, malgré cette volonté de séparer plus nettement l'espace d'évaluation des risques et l'espace de gestion politique des risques, malgré tout, les experts font face à des injonctions un petit peu contradictoires. Ah. Et c'est normal, c'est tout le temps, on ne s'en sort pas, on ne sait pas comment encore résoudre les choses, mais tout à l'heure, je parlais de la démocratisation de l'expertise comme une nécessité, effectivement, de répondre aux critiques adressées aux experts. C'est de faire venir dans les instances d'évaluation les parties prenantes. Seulement, les parties prenantes, ce sont aussi des acteurs politiques. Enfin, je prends l'exemple encore du Haut Conseil des biotechnologies, mais quand nous avons autour de la table Greenpeace, la FNSEA, des représentants de la grande distribution qui travaillent aussi dans les commissions européennes, qui travaillent avec le ministère de l'Agriculture, on est aussi face à des acteurs politiques qui ont un mandat. Ils sont représentants pas seulement d'eux-mêmes, mais des gens qu'ils représentent. Et donc, ils ont une fonction politique. Et cette fonction politique, elle est là dans une instance considérée comme une instance d'évaluation des risques, d'analyse des risques. Et vous pensez que, en fait, ce discours politique peut influer parce qu'ils sont ils sont témoins du bruit ambiant qui doit aller dans tel ou tel sens et ils vont juste traduire ça ? Ils vont influencer, ils vont jouer leur rôle qui est tout à fait légitime. Mais je voulais juste souligner la contradiction interne à, d'une part, la nécessité de démocratiser l'expertise et d'autre part, de séparer nettement. Je pense qu'on est dans une fiction en pensant que l'évaluation scientifique peut être neutre politiquement, en gros. On est actuellement, je n'y crois pas. Le neutre politique, c'est comme l'objectivité, ça a du mal à exister. Exactement. Voilà. Juste, j'aimerais qu'on se tourne maintenant vers Muriel Figuier, à qui je n'ai pas encore donné la parole depuis le début de cette table ronde, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sous-tend dans ce discours sur la relation et sur l'expertise du discours scientifique, c'est des confusions et des choses complexes autour de la symbolique, en fait, du bon, du mangeable, du comestible. C'est pas évident, en fait, de faire une distinction entre c'est comestible, ça peut être absorbé par la plus grande majorité des consommateurs, et c'est mangeable où il y a une valeur en fait esthétique à ce que l'on mange, si je peux dire. Est-ce qu'il n'y a pas eu un conflit là juste entre ces deux notions ? L'expert va dire c'est parfaitement comestible, et d'autres experts vont introduire cette notion de mangeable, d'esthétique, de culturel. En fait. Je pense que dans cette question de la confiance du public dans l'expertise, il y a d'une part le lien entre l'expertise et la décision, on en a un petit peu discuté, et donc un espace politique qui s'ouvre dans lequel les mouvements anti revendiquent de prendre leur place. Donc, puisque cet espace qui était un peu voilé par le discours des connaissances objectives, scientifiques vont permettre de prendre la meilleure décision possible dans l'intérêt général. Discussion qu'on avait à l'instant. Voilà, donc ça ouvre un espace de renoncer à ça et de montrer plus ouvertement qu'il y a une dimension politique de la gestion. Une fois que cet espace est ouvert, il y a une revendication d'y prendre une place. Pas seulement pour contrôler l'expertise ou quoi, mais aussi pour poser des questions aux experts. Et on voit que les questions qui sont posées aux experts, c'est pas seulement le problème, et pas seulement de la réponse que les experts donnent et la qualité de leur réponse, c'est à quelles questions ils répondent. Et il y a une revendication de pouvoir adresser des questions à ces experts. Et justement, le problème que Jean-Pierre Poulin a abordé dans sa conférence introductive, c'est qu'on est centré sur le sanitaire, comme si c'était la seule dimension légitime. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de juin, de l'appel des 100 prix Nobel qui ont écrit une lettre contre Greenpeace, en disant que Greenpeace était criminel de vouloir interdire les OGM parce que ça pouvait régler les problèmes de carence de vitamine A d'une grande partie de la population. L'argument que mettaient en avant ces prix Nobel, c'était de dire on a toutes les connaissances scientifiques qui permettent de dire qu'il n'y a aucun risque pour la santé des hommes ni pour celle de l'environnement.
Donc, point barre, c'est fini. Passons, comme si ça clôturait la discussion. Et ils avançaient encore, il ne faut pas opposer aux faits scientifiques les émotions. Donc en fait, tout ce qui relève d'autres dimensions de la qualité, d'autres attributs autres que le sanitaire, qui font la différence entre le comestible, comme nous ont expliqué les sociologues de l'alimentation, entre ce qui est sain, ce qui n'est pas toxique, et puis ce qui est mangeable, ce qui est bon à penser, ce qui est en référence avec nos valeurs, ce qui résonne avec nos valeurs culturelles. Et ben voilà, ça, il y a une demande des consommateurs, des mouvements anti, que ces dimensions soient prises en compte. Et donc je pense que c'est cette incapacité de l'expertise qui est souvent enfermée dans le sanitaire, et puis maintenant, bon, il y a l'environnement qui est pris en compte, mais il y a surtout une manque de confiance dans la capacité des experts à porter ces préoccupations. Ces préoccupations-là, oui. Parce que, bon, il faut leur poser ces questions. Et mais donc, parce que il s'agit de savoir qui pose les questions. C'est pas leur terrain d'expertise, non plus. Voilà. C'est pas leur terrain. Alors, tout à l'heure, je faisais ça comme une plaisanterie, l'histoire des chefs que l'on interroge. Mais eux, comme ils sont que dans le mangeable et pas du tout dans le comestible, on peut leur accorder, justement, toute l'attention possible en disant ils vont parler de biodiversité, ils vont parler de race locale, ils vont parler de petits producteurs, ils vont parler de la bonne saison. Ils sont devenus en quelque sorte les experts de ce qui est bien et bon à penser dans mon assiette. C'est très étrange là. Il y avait, tu faisais tout à l'heure référence au Canard enchaîné, il y avait un très bon papier il y a une dizaine d'années dans le Canard enchaîné qui titrait « Il n'y a plus de penseurs en France, mais nous avons des chefs ». Et c'était assez révélateur, justement. Essayons de trouver quelqu'un avec qui je suis bien, que je trouve sympathique, et qui va me raconter des choses que j'ai envie d'entendre. C'est ça, en fait, c'est ce conflit-là qui existe entre l'expert médecin, scientifique, qui donne à raisonner, et l'expert plaisir, qui donne à manger. Et là, il y a un vrai conflit. Est-ce que c'est pas ça, en fait, où se cristallise le problème de l'expertise scientifique au service des industriels, des journalistes, du consommateur qui veut pas seulement des chiffres, l'histoire de la référence, mais qui veut aussi, faites-moi un peu rêver, imaginons une société où on va prendre du plaisir. C'est pas là, en fait, où tout se concentre. Oui, effectivement, je pense que l'enjeu, c'est de redéfinir la gouvernance du système alimentaire. Et donc, ça, c'est une revendication d'y avoir une place pour définir la façon dont on veut que soit produit ce qu'on mange, etc. Il y a beaucoup de mouvements qui visent à relocaliser l'alimentation, lui redonner un sens, et c'est ça qui est la revendication au-delà de la crise de confiance. Oui, mais c'est un désir. Est-ce que c'est quelque chose de réellement raisonné ? Je ne suis pas sûr. Il y a des initiatives qui se mettent en place d'associations de consommateurs, qui créent des circuits courts, de mouvements de citoyens qui réinvestissent les espaces périurbains pour créer une agriculture locale. Donc je pense que ça se concrétise de façon très nette. Très nette. Ambroise Matin, comment vous réagissez à cette différence de propos entre justement le mangeable et le comestible ? Tout à fait positivement, parce que j'en suis parfaitement convaincu. Je travaille depuis suffisamment longtemps avec des sociologues pour être tout à fait d'accord avec ces propos. Mais comment vous l'utilisez plutôt alors ? Je pense qu'il faut le renforcer. Il faut encore renforcer cet aspect-là. J'ai toujours plaidé au Conseil national de l'alimentation et partout où j'ai pu, cette nécessité de ne pas laisser la seule expertise scientifique comme structurée et visible. Il y a tout un autre système d'expertise, d'autres questions pour lesquelles il n'y a aucun système structuré et visible pour réaliser cette expertise. Donc c'est un champ. Alors on essaye de le faire plus ou moins bien au sein des groupes de travail du Conseil national de l'alimentation, faute de mieux, mais avec des moyens qui sont limités. Alors qu'il y a dans l'expertise économique, sociologique, etc., il y aura des tas de choses à faire, mais il faudrait que ça soit plus structuré, plus visible. Et j'ai toujours plaidé pour ça, parce que si on laisse la seule expertise scientifique est structurée, pour le reste, eh bien après, ce sont des luttes de pouvoir, des luttes d'intérêt, des luttes idéologiques, des luttes d'image, tout ce que vous voulez, où chaque ONG anti-machin va essayer de faire entendre son point de vue plus fort que l'ONG anti-truc. Justement, réaction de Sandrine Barré, vous parliez tout à l'heure de cette démocratisation de l'expertise. Là, on est complètement dans cet aspect-là. Il faut aller chercher d'autres sources de discussion et d'expertise. C'est bien ça ce que je comprends. Oui.
La prise de pouvoir est faite en plus. Si on regarde tous les réseaux sociaux, il y a 3650 experts qui donnent leur avis en permanence. Oui. Et qui débordent largement des avis très visibles et officiels des experts scientifiques. Oui, un des ressorts d'action, effectivement, bon, je pense que c'est déjà ce qui s'est opéré, c'est l'entrée plus forte des sciences sociales dans les comités d'experts. Parce qu'il faut se souvenir ce qu'étaient les comités d'experts il y a encore 10-15 ans, où seules les sciences naturelles étaient présentes et donnaient un avis. La vraie science, vous voulez dire, en fait. La vraie science, pas la pseudo-science. Ça fait même rigoler, monsieur Ambroise Martin. Mais c'est exactement ça. Quand on traite le comestible du point de vue sanitaire, on est sur un point de vue très réducteur de la définition de ce que c'est que le comestible. Donc, il y a plusieurs leviers d'action. Il y a effectivement démocratiser l'expertise, mais surtout, moi, ce que je constate et qui m'horrifie à chaque fois dans les comités d'experts, bien que les sciences sociales soient aujourd'hui présentes et bien qu'il y ait des représentants de consommateurs, c'est comment on se sert du consommateur comme alibi pour argumenter dans un sens ou dans un autre. Je reprends le cas des OGM. Le consommateur français, encore plus que les autres en Europe, ne veulent pas d'OGM. Le débat est clos, on n'en parle pas. Passons à autre chose. Ou à l'inverse, le consommateur est irrationnel, ne connaît pas, n'a pas de connaissances suffisantes pour se prononcer sur cette question qui est très technique, très scientifique. Donc ne l'écoutons pas. Dans tous les comités auxquels j'ai pu participer, on a toujours cette mobilisation de la figure du consommateur. En plus, il serait homogène, unique, un seul profil. Non, mais on connaît bien ça, la télévision. Il y a le consommateur, le téléspectateur. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un travail à faire, à la fois en ce que disait encore Jean-Pierre Poulin ce matin, en laissant une place à l'étude des façons dont les consommateurs raisonnent, mais aussi, je pense, dans les comités d'expertise, revoir aussi les procédures pour laisser de la place à ces savoirs-là sans qu'on parle en leur nom de manière souvent caricaturale. Philippe Reiser. Oui, ce que ça m'évoquait, c'était un édito là, qu'il y avait l'année dernière dans le Lancet avec son rédacteur en chef qui disait les études, alors là je reviens aux études scientifiques qui construisent l'expertise, mais les études en amont, en biomédecine en particulier, seraient à hauteur de 50% d'entre elles fausses ou avec des résultats qui ne sont pas pertinents au plan scientifique. Bon, ça a fait un petit peu du bruit dans le landerneau scientifique. Mais que dans le landerneau scientifique. Oui. Mais derrière, ça pose la question quand même des générations qui vont succéder aux experts d'aujourd'hui et à l'enseignement de la recherche. Et puis à la formation justement à une recherche et à une expertise scientifique qui soit, alors à défaut d'être objectif, qui soit au moins honnête au plan scientifique, pour reprendre vos termes. Donc ça, il y a sans doute des outils. Là, j'ai pas une solution, un outil. Je pensais à celui aux recommandations qui sont faites dans un rapport qui a été remis à Thierry Mandon là en juin dernier sur la création d'un office français de l'intégrité scientifique. Qui peut amener des outils justement pour améliorer un petit peu la formation à l'écriture et à la rédaction de travaux scientifiques et à éviter l'embellissement des données, les biais de représentation, les biais de confirmation, etc. Ça, c'est un élément. Bien entendu, il y a des outils déjà existants. Le Parlement de l'alimentation, le CNA, qu'évoquait Ambroise Martin, c'est un outil qu'on sous-utilise. Il faudrait pouvoir aussi bien nous les représentants de l'industrie alimentaire que la presse, que les scientifiques, on sous-utilise cet outil et les 75 avis qui ont été publiés depuis une trentaine d'années à peu près. Alors ça c'est peut-être une piste en entendant les discussions, c'est peut-être d'élargir un petit peu les représentations à ce CNA, d'y mettre
alors des représentants de la sphère médiatique. Je ne crois pas qu'elle soit beaucoup représentée au Sénat. Il y a un élargissement, mais qui se fait plus du côté de l'environnement, du côté des populations défavorisées, etc. Mais du côté médiatique, je ne suis pas sûr. Mais là, il faudra vérifier. Enfin, bon, voilà, une proposition, je sais qu'il y a des journalistes dans la presse, c'est une possibilité, ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre. Mais... Ouais, allez-y Muriel Figuet, n'hésitez pas, prenez la parole. Oui, moi je pense qu'aussi il faut relativiser la place de l'expertise dans la décision publique. Ça apparaît de plus en plus comme quelque chose finalement qui a été recadré, qui a été remis à sa place. Et c'est bien la prise de conscience de ce rôle qui doit être marginalisé, qui doit être recadré, dont témoignent ces réactions de ces mouvements anti, etc. Bon, d'une part parce que l'évaluation et la gestion sont séparer plus clairement, et donc on comprend bien que définir un niveau de risque acceptable, hiérarchisé entre des objectifs environnementaux, économiques ou quoi, bon, c'est pas les experts qui vont faire ça. Ensuite, on est de plus en plus dans des situations d'incertitude où on demande aux politiques de prendre des décisions avant qu'il y ait des savoirs bien stabilisés qui soient en place. Donc là encore, ça ouvre la place au champ du politique dans l'alimentation pour faire des choix. Et là, les experts ne peuvent que avoir l'honnêteté de dire on ne sait pas. Donc c'est pas eux qui sont les premiers conseillers des politiques. Ce qui les met encore plus en doute. S'ils répondent on ne sait pas, tout le monde va faire mais alors qu'est-ce que vous faites les gars ? Oui, enfin, ça plaide aussi pour produire plus de recherche, et ça légitime encore la place de la recherche et de l'expertise, mais qu'il faut progresser là-dedans. Et puis ensuite, on voit bien que dans les trajectoires des risques qu'a rappelé Jean-Pierre ce matin, c'est pas l'accumulation de savoir et d'expertise qui va faire en sorte qu'un problème va être mis à l'agenda des politiques. Si on regarde par exemple les actions de L214, mettre fin à l'écrasage des poussins, c'est pas en mobilisant une expertise qui aurait montré les problèmes que ça posait, qui fait qu'on a pu faire changer les choses. Donc il y a l'idée qu'on peut aussi court-circuiter. Enfin, c'est pas un élément essentiel de la décision publique, et il faut l'admettre, il faut recadrer la place de l'expertise dans les choix et les décisions. Donc ça demande un effort de la part des politiques de trouver des solutions pour redonner sa vraie place aux experts, à l'expertise. Ambroise Martin. Tout à fait. Une fois de plus une décision politique et pas une décision scientifique. De toute façon, l'expérience que j'en ai, c'est que la frontière entre l'évaluation et la gestion est éminemment mouvante. En caricaturant un peu, quand le politique sait précisément ce qu'il veut faire pour tout un tas de facteurs légitimes sur lesquels l'expert n'a pas à se prononcer, là, il demande à l'expert de se tenir strictement à l'évaluation et qu'on dise pas ce qu'ils doivent faire. Par contre, quand, comme pour la vache folle, il n'avait pas une vision très très claire, il demande à l'expert de se mouiller un petit peu plus en disant mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Allez-y, voilà, dites-nous ce qu'il faut faire. Le politique demande à être rassuré en fait. Voilà, et qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Quand il ne sait vraiment pas, il faut bien que quelqu'un prenne les responsabilités. Et finalement, il préfère de temps en temps que ce soit l'expert plutôt que lui-même. Par contre, quand il est prêt à prendre ses responsabilités, l'expertise, il sait la remettre à sa place en l'éliminant totalement. Oui. J'ai entendu un discours de député sur un rapport de l'agence américaine totalement officielle sur le bisphénol A qui disait finalement en gros circuler, il n'y a rien à voir, qui disait mais comment peut-on faire confiance à un rapport de scientifiques qui sont susceptibles d'avoir des intérêts avec l'industrie ? J'avais trouvé ce terme fantastique. Sandrine, une réaction on arrive tout doucement à la fin de notre table ronde, à ce que vient de dire Ambroise Martin, parce que c'est votre cœur de travail quand même. Alors, il y a deux choses. C'est vrai que sur la question de la gestion politique des risques, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, Muriel. Il faut vraiment remettre la place de l'expertise scientifique à sa place, surtout que les politiques, dans leur mobilisation de l'expertise, ne jouent pas qu'un enjeu de connaissance, de savoir. Il y a des enjeux institutionnels plus forts. Je prendrai un exemple. Quand c'est le ministère de l'Environnement qui saisit le Haut Conseil des biotechnologies pour traiter un problème sanitaire, on se dit bien, tiens, c'est étrange, on n'a pas du tout été saisi par le ministère de la Santé. Il y a des enjeux qui se jouent ailleurs, de reconnaissance, de tutelle sur des sujets de compétences et qui n'ont rien à voir oui. avec les connaissances. Et puis la deuxième chose, c'est la notion de conflit d'intérêts, en fait, où se cristallise le doute entre évaluation indépendante et puis
chose politique. Et là, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, essayées, testées. Beaucoup de choses ont échoué. Moi, je parlerai de la déclaration publique d'intérêt. Ça fait partie de la visibilisation la plus forte, de ce souci de réglementer et de neutraliser les conflits d'intérêts. À partir du moment où, d'une part, elle se centre uniquement et quasiment sur la dimension financière des conflits d'intérêts, sans prendre en compte toute cette partie invisible du conflit d'intérêts qui n'est même pas toujours facilement explicitable par les chercheurs eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses, on a l'impression que c'est même inconscient. Mais ce que disait Jean-Pierre ce matin, les intérêts, les logiques d'intérêt sont partout. Quant au Conseil des biotechnologies, en tant que sociologue, je suis qualifiée de personnalité qualifiée et non pas de partie prenante. Le premier travail qu'il a fallu faire, c'est leur expliquer, attendez, moi si je suis là, c'est que j'ai quand même quelques intérêts à être là. Je ne veux pas me couper de certains réseaux de production de connaissances. Pour moi, c'est intéressant de pouvoir discuter avec des agriculteurs, avec des représentants de la société civile, avec des industriels. Je suis intéressée à être ici parce que aujourd'hui, la recherche publique n'est plus financée par des fonds publics. C'est ici, dans ces instances-là, que je vais peut-être pouvoir trouver des stages pour mes étudiants, c'est ce que disait Jean-Pierre ce matin. Oui, ça, on n'avait pas encore abordé cette notion-là, mais elle est extrêmement importante quand même. Effectivement, cette nécessité à la conquête de financement privé pour permettre aux étudiants de travailler, ou même à un laboratoire d'exister. Il y a cette dimension financière, mais il y a d'autres intérêts aussi. Je peux avoir un intérêt à légitimer la place de la sociologie, de ma discipline ou de mon institution dans des comités d'expertise. Alors ça, c'est des choses qui se font presque de manière inconsciente, oui, non, mais on est dedans. Mm-hmm. On est dedans. Quand on est aussi pris dans des logiques de temps, quand on a une expertise à mener en 4 mois sur un sujet aussi complexe que le moustique génétiquement modifié, dans ces contraintes temporelles-là, on va être parfois amené à laisser de côté un peu les aspects controversés des données scientifiques pour se centrer sur ce qui semble faire consensus au moment tout juste où les connaissances commencent à émerger sur ce sujet. D'accord. Par manque de temps, on va prendre des raccourcis qui ne sont pas forcément satisfaisants. Exactement. Il y a des contraintes réglementaires où on doit rendre en tant de temps une expertise scientifique, mais on fait avec ce qu'on a. Et donc, c'est la norme. Enfin, vraiment. Muriel Figuier, vous êtes d'accord avec ce que dit Sandrine? C'est une chose auquel on est confronté en permanence, ce genre de constat? Oui, on est obligé de jouer le jeu de l'expertise parce qu'il y a un marché de l'expertise et qu'on est sur ce marché-là aussi. On a besoin de financer avec nos expertises des actions de recherche. On utilise l'expertise pour faire de la recherche participante, de l'observation participante aussi, voir comment ces acteurs interagissent. Donc on est aussi intéressé dans ces dispositifs. Je pense que plutôt que d'avoir l'illusion de rassembler des acteurs désintéressés, il vaut mieux affirmer les intérêts des uns et des autres, équilibrer entre ces intérêts et les révéler et les expliciter, chercher à les expliciter. Très intéressant, c'est une très belle conclusion, Muriel. Faites plutôt essayer de concilier les difficultés plutôt que se dire nous sommes tous des chevaliers blancs de la justesse scientifique et de la neutralité la plus complète. Merci beaucoup, merci Philippe Reiser, Muriel Figuier, merci Sandrine Barré, Ambroise Martin, merci beaucoup.